Ce matin-là, le vent apportait une douce fraîcheur, de celle qui murmurait à travers les arbres sans les faire trembler. J'ai suivi le même chemin que d'habitude, passant devant la boulangerie du coin. Je descendais la colline bordée de haies taillées vers la petite maison blanche de Tessa, dont la balancelle ne tenait jamais droite. La routine me semblait rassurante, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. La voiture de Miles était garée dans l'allée. Sa BMW gris anthracite, encore striée par la pluie de la semaine précédente, était garée là comme si elle était à sa place. Mais il était censé être à Washington. Consultant sur ce projet d'urbanisme, il n'arrêtait pas de se vanter. J'ai ralenti, hésitant entre faire demi-tour ou frapper. Au lieu de cela, je me suis arrêté au bord de l'allée. Les stores étaient tirés, mais la vitre de devant n'était pas complètement verrouillée. Il y avait un petit espace en bas, de ceux qu'on ne remarque pas à moins d'avoir ouvert et fermé les mêmes fenêtres depuis 30 ans. Des voix s'en échappaient, étouffées, mais suffisamment claires pour rester immobiles. Dès qu'elle aura signé, on transférera tout. Le reste, c'est de la logistique, dit une femme. Élise, je reconnaîtrais sa voix même si elle était saturée de parasites. Elle ne la remettra pas en question. Elle continua, fatiguée, distraite. Elle est prête à être guidée. J'ai eu le souffle coupé. Formalités administratives. Transfert. Guidée. Une autre voix. Plus basse. Peut-être celle de Miles. Je n'ai pas pu la distinguer. Mon pouls battait trop fort. J'ai reculé, le cœur lourd, et me suis caché derrière la haie. Je n'avais pas vu la voiture de Tess. Juste celle de Miles. Juste les mots d'Elisa, aussi glissants que de l'huile dans l'air matinal. J'ai reculé lentement, en prenant soin de ne pas froisser le gravier, et j'ai traversé la rue avec des jambes qui ne me semblaient pas comme les miennes. Je ne me suis arrêté qu'une fois arrivé sur mon porche, où l'air ne me semblait plus sûr. À l'intérieur, je me suis servi du thé que je n'avais pas bu et je me suis assise dans un silence plus pesant que le bruit. J'avais construit cette vie, chaque brique, et je n'avais aucune idée de qui essayait de la prendre. La maison craquait quand je la traversais, comme le font les vieilles maisons quand elles essaient de vous dire quelque chose. Je passais d'une pièce à l'autre, touchant les objets que je croyais autrefois permanents, la table d'appoint encore ébréchée depuis que Miles avait laissé tomber son trophée de science en 6e. Le tiroir cabossé du placard sur lequel Tess grimpait pour manger des biscuits en cachette. Je m'arrêtai devant le mur du couloir, bordé de cadres. Notre mariage, ensoleillé et simple. Une photo des enfants à Myrtle Beach. Du sable dans leurs sourcils et nulle part ailleurs où aller. La dernière était celle de Miles à sa remise de diplôme universitaire. Ses bras grands ouverts comme si le monde lui appartenait déjà. Mes doigts planaient près de la vitre, sans vraiment la toucher. Tout dans cette maison avait été payé par des nuits tardives. Des levers matinaux et le genre de sacrifice qu'on n'annonce pas. On les fait, tout simplement. Je me souvenais d'avoir abandonné mon nouveau manteau d'hiver pour pouvoir envoyer des miles à ce camp d'architecture à Chicago et d'avoir zappé les déjeuners des clients pour pouvoir payer les cours de ballet de Tess. À l'époque, rien de tout cela ne ressemblait à un sacrifice. C'était comme la maternité, mais les choses n'allaient pas bien ces derniers temps. 3 semaines plus tôt, Miles m'avait demandé si je gardais l'acte de propriété dans le coffre-fort ou chez l'avocat. Il l'avait dit avec tant de désinvolture, comme s'il me demandait une recette un mois plus tôt. Il avait mentionné la mise à jour de ma signature numérique sur les documents de succession, au cas où nous aurions besoin d'un coup de main rapide. Maman, j'ai balayé l'idée, reconnaissante qu'il ait anticipé. Et puis il y a eu cette fois où je n'ai pas trouvé mon dossier de relevé bancaire. Je pensais l'avoir égaré. Maintenant, je n'en étais plus si sûre. Je suis retournée à mon bureau et j'ai ouvert le tiroir. La clé du coffre-fort ignifuge était là où je l'avais laissée, cachée au fond, sous de vieux formulaires fiscaux. L'acte était toujours là. Mais soudain, sa présence ne m'a plus rassurée. C'était comme une course que je ne savais pas que je courais. Je me suis assis et j'ai ouvert mon ordinateur portable. S'il préparait quelque chose, il fallait que je sache où ils en étaient déjà. Miles est arrivé tard le lendemain matin, une tasse de chai à la vanille du café près du palais de justice à la main. Celui qu'il sait que j'aime. Celui dont il ne se souvient jamais, sauf s'il essaie d'impressionner quelqu'un. J'ai pensé que je passerais, a-t-il dit, tout en gaieté et en charme facile. Tu avais l'air fatigué au téléphone hier. Je ne lui avais pas parlé au téléphone. Il s'est installé dans le fauteuil en face de moi, comme par habitude. Je suis restée au bord du canapé. Je ne savais pas si j'étais encore mère ou déjà une proie.
Il parlait trop de circulation, de permis municipaux, de la hausse du prix du bois. Ses mains bougeaient sans arrêt, ajustant son col, tapotant sa tasse, repoussant des miettes inexistantes sur ses genoux. Il ne me regardait pas plus d'un clin d'œil. « Tu as bonne mine. Maman, ajouta-t-il à un moment, tu as pris soin de toi. Tant mieux. » Je souris, car j'avais l'habitude d'essayer. Nous bavardâmes encore 20 minutes avant qu'il ne jette un coup d'œil à son téléphone et se lève. J'ai couru. Je voulais juste prendre des nouvelles. Bien sûr, dis-je en l'accompagnant jusqu'à la porte. Après son départ, je restai un long moment dans le couloir, à fixer la porte fermée comme si elle m'avait trahi. Puis je me dirigeai vers mon bureau et ouvris le deuxième tiroir, celui que j'utilisais pour les documents de propriété. Assurance, tout ce qui nécessitait d'être mis en sécurité, mais pas sous clé. Le dossier avait disparu. J'ai vérifié le casier du bas. Puis l'armoire avait disparu. Je m'assis à mon bureau et ouvris l'application bancaire. Je n'avais pas regardé attentivement les relevés ce mois-ci. J'en avais rarement besoin, mais ils étaient là. 3 petits virements, tous de moins de 500 $, vers un compte secondaire que je ne connaissais pas. Les descriptions étaient vagues, conseils, logistique, examen de succession. Je ne savais pas encore ce qu'ils préparaient, mais ils avançaient déjà discrètement, légalement, négligemment, même. J'ai fixé l'écran, puis j'ai pris mon agenda. Demain, j'appellerai quelqu'un qui ne sourirait pas quand il mentirait. J'ai apporté des muffins au citron chez Tessa cet après-midi-là. Elle a ouvert la porte avec un sourire fatigué. Une tache de peinture sur sa manche et Ruthie qui criait de quelque part au fond qu'elle avait presque fini de colorier l'arc-en-ciel. Tess m'a fait signe d'entrer. Ignorez le désordre. Nous sommes à mi-chemin de la réorganisation du coin article. Ruthie insiste sur le fait qu'elle ouvre une galerie. La maison sentait le feutre et la compote de pommes. Familière, intacte face à ce qui pesait sur mon monde. J'ai suivi Tess jusqu'à la cuisine. Les muffins déjà oubliés dans mes mains. Elle dessine comme une folle depuis la visite de Miles et Élise le week-end dernier, dit Tess en ouvrant le réfrigérateur pour prendre du lait d'avoine. Ils lui ont apporté un livre d'histoire sur la construction de la maison de ses rêves. Ça l'a tout excité. Je me suis retournée et voilà. Un morceau de papier cartonné recouvert d'un aimant à paillettes, une maison au crayon de couleur, étrangement grande, avec des bonhommes allumettes devant. Ruthie dans sa robe rose, Miles à côté d'elle tenant ce qui ressemblait à des plans, et Élise debout sous une pancarte sur laquelle était écrit « Notre grande nouvelle maison ». Je me suis approchée. Mon nom n'y était pas. Celui de Tess non plus. « Tu aimes ?» demanda Ruthie derrière moi. Sa voix était si joyeuse qu'elle faillit me couper en deux. Oncle Miles dit « On va vivre dans une maison avec des escaliers des 2 côtés. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. Tess ne l'a pas remarqué. Elle était à l'évier, en train de rincer un gobelet. Elle est si influençable. Franchement, j'aimerais qu'il ne lui remplisse pas la tête comme ça. Tu sais comme elle est influençable. Oui, je l'ai fait. J'ai souri pour Ruthie. Je suis restée prendre le thé. J'ai écouté une enfant de 5 ans décrire son avenir dans une maison qui n'existait pas, du moins pas encore. Et puis je suis rentrée chez moi avec l'estomac noué comme une pierre. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et cherché quelqu'un qui sache trouver les choses discrètement. Je ne voulais pas de confrontation. Je voulais des réponses. J'ai trouvé un nom, envoyé un message et ajouté « La discrétion est importante. Ça concerne la famille. » En moins d'1 heure, j'avais une réponse. Un premier rendez-vous était prévu. J'ai fermé l'ordinateur et me suis rassise dans mon fauteuil. L'écho de la voix de Ruthie résonnait encore dans mes côtes. J'avais construit une vie où les enfants pouvaient rêver en toute sécurité. Je n'allais pas laisser quelqu'un la détruire pendant que je restais immobile. Il m'a retrouvée à l'orée du parc, près de l'ancienne gare, juste après le crépuscule. Pas de dramatisation, juste du calme. Volontaire. Il ressemblait plus à un bibliothécaire qu'à quelqu'un capable de retracer les erreurs financières et de fouiller dans les registres fonciers scellés. Mais c'est précisément pour cela que je l'avais choisi. Pas d'ego, pas de théâtre, juste des résultats. Il m'a tendu une clé USB. Elle datait d'il y a 3 nuits. Il a parlé d'un appel téléphonique entre Élise et quelqu'un que je n'ai pas encore identifié. Peut-être un contact juridique. Peut-être de la famille, mais le langage est stratégique. Il n'a pas donné de détails. Il n'en avait pas besoin. Je l'ai remercié, j'ai glissé la clé dans la poche de mon manteau et je suis rentrée chez moi, les mains serrées. De retour à la maison, je n'ai allumé aucune lumière. Je me suis assis dans le bureau,
Seul l'écran de mon ordinateur portable brillait dans le noir. J'ai branché la clé et appuyé sur lecture. La voix d'Elisa était calme, clinique, presque suffisante. Elle est à cet âge où les choses commencent à déraper. Ce ne sera pas difficile de plaider sa cause. Gardez simplement un ton compatissant, inquiet, pas agressif. Il y a eu un silence. La personne à l'autre bout du fil m'a posé une question que je n'ai pas bien comprise. Non, pas encore de diagnostic, a-t-elle répondu. Mais elle est instable. Hilaire, oublie des choses. C'est suffisant pour le dépôt initial. Une fois qu'on l'a, on passe aux actifs. J'ai la bouche sèche. Puis, comme pour discuter de ses projets de week-end, elle poursuivit. Nous avons déjà téléchargé les documents. Les signatures numériques sont en place. Elle ne se rendra compte de notre dépôt que lorsque la notification arrivera. J'ai arrêté l'enregistrement. Je suis resté assise un long moment, immobile. Le seul bruit dans la pièce, le léger bourdonnement de la ventilation. Puis j'ai ouvert mon portail de gestion successorale. 2 connexions depuis une adresse IP inconnue. Les 2 dataient de la semaine dernière, un téléchargement, une signature enregistrée, mon nom signé électroniquement. Mais je n'avais pas ouvert ce document. C'était le testament révisé, une version que je n'avais pas approuvée, qui redirigeait plusieurs biens de Tess et Ruthie vers Miles et Elise. J'ai refermé doucement l'ordinateur portable. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fulminé. J'en avais assez fait des 2 dans les moments plus calmes de ma vie, et aucun n'avait arrêté ce qui devait l'être. Au lieu de cela, je suis allé au coffre-fort, j'ai sorti ma copie papier originale et je l'ai posée sur le bureau, leur laissant croire qu'ils gagnaient, leur laissant croire que je m'évanouissais, que je m'effondrais, que je partais à la dérive, parce que maintenant, ils savaient ce qu'ils construisaient. Et c'était à mon tour de poser la pierre suivante. L'enveloppe est arrivée un jeudi, soigneusement glissée entre un prospectus d'épicerie et un appel à dons. Pas de coup à la porte, pas de livraison express, juste un courrier de plus dans une pile de courriers du quotidien. Mais ce n'était pas le quotidien. L'enveloppe portait le sceau du tribunal des successions du comté. Mon nom en majuscule, formel, sans équivoque. Je l'ai ouverte d'un doigt sûr et j'ai lu chaque ligne 2 fois. Miles Whitmore et Elise Whitmore avaient déposé une requête en tutelle légale concernant mes décisions financières et médicales. Le langage était prudent, formulé avec inquiétude. Signes récents de déclin cognitif, comportement financier irrégulier, instabilité émotionnelle. Cela dressait un tableau que je ne reconnaissais pas, mais ils comptaient sur les autres pour y croire. Ils avaient soumis des demandes d'enquête médicale que je n'avais jamais autorisées, des allégations de factures impayées que je n'avais jamais vues, et une demande d'autorisation provisoire immédiate jusqu'à ce qu'une audience soit fixée. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix ne se brisait pas. Mais intérieurement, quelque chose de net et de définitif s'est mis en place. J'ai fermé la lettre, je suis allé dans la cuisine et j'ai trouvé mon vieil annuaire, celui avec des numéros griffonnés dans les marges. Des noms écrits à une époque où la confiance n'était pas si fragile. Vers la fin, je l'ai trouvé. Louderman Elliott, avocat. Nous avions travaillé ensemble il y a des années, quand je rédigeais encore des plans d'urbanisme commercial et que je me disputais avec des entrepreneurs. Il ne manquait jamais un détail. J'ai appelé le numéro. La même voix a répondu. Plus âgé maintenant, mais Elliott vif, ai-je dit. C'est Carmen Holstead. J'ai besoin de toi. Pas de civilité. Pas de nouvelles. 2 heures plus tard, nous étions assis dans son bureau, entourés d'une épaisse moquette et de l'odeur du cuir usé. Je lui ai tendu l'enveloppe et j'ai attendu qu'il lise en silence. Lorsqu'il a levé les yeux, j'ai croisé son regard. Il me trouve douce, ai-je dit, parce que je les aime, parce que je ne l'ai pas vu venir, a-t-il haussé un sourcil. Et maintenant, je leur ai dit qu'ils allaient voir à quoi ressemble l'amour quand il cesse d'être doux. Il s'est penché en arrière, craqué, ses jointures et sourit. Alors, donnons-leur de l'acier. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai ouvert le dossier intitulé « Contingence », celui que j'avais constitué discrètement après la mort de mon mari, au cas où. J'ai choisi l'endroit, un petit café, un terrain neutre, où tout sentait la cannelle et où personne n'élevait la voix. Miles est arrivé le premier, vêtu de cette veste que je lui avais offerte il y a 2 Noëls. Celle qu'il ne sort que pour avoir l'air fiable. Élise a suivi, impeccable comme toujours, son sourire déjà figé avant même de me voir. Ils se sont assis en face de moi comme à un brunch familial. Miles m'a posé des questions sur mon jardin. Élise m'a complimenté sur mes boucles d'oreilles.
J'ai remué mon thé lentement, les laissant tourner autour de ce qu'il pensait devoir dire. On s'inquiétait juste pour toi, a commencé Miles d'une voix basse, presque tendre. Certaines de vos récentes décisions ont été déroutantes. Élise hocha vivement la tête. Aucun jugement. Carmen, nous voulons juste vous aider. Nous voulons nous assurer que vous êtes protégés. Protégés? Je laissais les mots flotter entre nous. Il n'arrêtait pas de parler de planification, de responsabilité partagée, de tranquillité d'esprit. Il proposait même de me décharger d'une partie de mon travail, de gérer les factures, la correspondance, de coordonner les rendez-vous. Élise tendit la main par-dessus la table et me toucha la main. Je la regardai, puis la sienne. Vous avez beaucoup réfléchi toutes les deux, dis-je doucement. Vous avez déjà fait pas mal de mouvements. Des kilomètres ont changé. Nous avons pensé qu'il serait préférable de commencer tôt. J'acquiesçai, bus une gorgée de thé dont je ne voulais pas, puis reposai la tasse avec précaution. Vous savez, dis-je en posant mon regard sur chacun d'eux. J'ai enregistré aussi. Le silence qui suivit ne fut pas pesant, mais instantané. L'expression d'Elisa se brisa juste assez pour que je puisse lire le calcul dans son regard. Miles ouvrit la bouche, puis la referma. Je suis sûr que vous comprenez. Continuai-je. Toujours calme. Quand on se sent vulnérable, on se protège de manière inattendue. Je me levai, pris mon sac à main et laissai le reste du thé intact dehors. L'air était âcre, et pour la première fois depuis des semaines, je le laissai emplir mes poumons. Je n'avais pas besoin de gagner dans ce café. Il me suffisait de leur rappeler que je ne jouais pas aux dames. De retour chez moi, j'ouvris le tiroir où je conservais les documents de succession originaux et ajoutai un nouveau dossier à côté, intitulé « Preuve ». La salle d'audience était plus froide que prévu, non pas par la température, mais par le ton. Tout résonnait des talons sur le sol, du froissement des papiers, des mots prudents que les avocats utilisaient pour dire poliment des choses cruelles. Miles et Élise étaient assis à la table des requérants, vêtus comme des citoyens modèles. Élise portait un gris doux. Sa voix, lorsqu'elle parlait, était pleine d'inquiétude et de compassion. Elle me dépeignait comme une femme dispersée, accablée, fragile, une femme qui s'affaissait sous le poids de sa propre indépendance. Mais je n'ai pas bronché. Quand mon tour est venu, j'ai remis un dossier au juge. À l'intérieur se trouvaient des alertes bancaires horodatées, une adresse IP signalée et l'enregistrement audio d'Élise expliquant à quelqu'un comment me qualifier d'inapte mentalement. Puis vint la déclaration notariée de mon médecin confirmant que je ne présentais aucun signe de déclin cognitif. Enfin, le journal d'activité numérique montrant la signature non autorisée sur ma révision successorale. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Le juge a lu en silence, ne s'arrêtant qu'une seule fois pour jeter un coup d'œil à Miles, qui fixait droit devant lui, sans rien dire. Élise a tenté de répondre, mais son ton avait changé. Elle avait perdu sa douceur. Ses paroles se sont durcies, saccadées. Elle a mal compris. C'était une précaution, un malentendu. Le juge a levé la main. On en a assez entendu. La décision est tombée rapidement. La requête a été rejetée. Sans fondement, sans cause. La tutelle a été refusée et un avertissement a été émis concernant de futurs dossiers de nature similaire. Je n'ai pas souri. Je suis simplement resté debout, j'ai rassemblé mes papiers et je suis passé devant eux sans croiser leur regard. Dehors, le vent a attrapé le bord de mon manteau et l'a enroulé autour de mes jambes. Mais je n'ai pas pris le temps de le réparer. Mes talons claquaient sur le béton comme des signes de ponctuation. À la maison, j'ouvris mon journal et traçai une seule ligne sur la page, rien de plus. Puis je passai au suivant et commençai une nouvelle entrée avec la date et un seul mot. En avant. Tess revint tard le lendemain soir. Ses yeux étaient rouges et sa voix déjà cassée avant même qu'elle ne se soit assise. Je lus les documents. Elle dit, le dossier judiciaire, la requête, tout ça. Maman, j'aurais dû voir ça. Je tendis la main par-dessus la table et la pris. Elle tremblait dans la mienne. Légère et incertaine. Comme si elle essayait de donner un sens à des années qu'elle n'avait pas pleinement vécues. Tu n'étais pas censé, dis-je doucement. C'était le but. Je t'ai protégé. Même quand j'avais besoin de protection moi-même, elle s'essuya le visage avec sa manche. Je pensais que Miles était juste autoritaire. Je ne savais pas qu'il l'était. Sa voix se brisa. Je suis désolée. Il n'y avait rien à pardonner et je le lui ai dit. Nous restâmes assis là un long moment. Sans parler, la pièce ne résonnant que des bruits de la maison qui s'installait. J'ai regardé ma fille. Non pas comme l'enfant que j'avais élevé,
mais comme une femme qui voyait maintenant les ombres telles qu'elles étaient. Je veux aider, dit-elle. Pour tout, pour tout. Tu le es déjà, dis-je. Elle passa la nuit chez moi. Nous ne parlâmes plus beaucoup. Mais quand je la croisai dans le couloir avant de me coucher, je vis quelque chose. Un changement dans son expression. Pas seulement du chagrin, pas de la culpabilité, quelque chose de plus fort, de la détermination. Quand le silence revint à la maison, je retournai à mon bureau et sortis une feuille blanche, une nouvelle liste. Cette fois, le nom de Tess figurait en haut, non pas comme une personne à protéger, mais comme une personne de confiance. Chez l'avocat, je signai les nouveaux documents d'une main ferme. Ma succession était désormais simple. La maison reviendrait à Tess, la fiducie à Ruthie, et tout le reste, les comptes, les actions, les choses discrètes que j'avais construites en coulisses, seraient partagées selon mes conditions, pas les leurs. Pas de faille, pas de contrôle partagé, pas de signature, mais les miennes. De retour à la maison, je pénétrai dans le bureau, déverrouillai le tiroir sous l'étagère et sortis la petite boîte en fer blanc que je n'avais pas touchée depuis des années. À l'intérieur, je plaçai une enveloppe scellée. Elle n'était adressée à personne, juste une lettre, manuscrite et discrète. Ce n'était pas de la vengeance. C'était me souvenir de qui j'étais. J'ai donné et on m'a pris, mais je n'ai jamais disparu. Si vous lisez ceci, c'est que vous avez regardé. Au bon endroit pour la vérité. J'ai verrouillé la boîte, l'ai remise à sa place et refermé le tiroir. Dehors, le soleil était bas, caressant le jardin de ses reflets ombrés. Les hortensias avaient fleuri tôt cette année. J'ai marché pieds nus dans la cour, laissant la terre me soutenir. J'avais passé des décennies à construire des maisons pour d'autres, à nourrir leur avenir, à porter un poids qu'ils n'avaient jamais vu. Mais maintenant, plus de dates d'audience, plus de signatures à falsifier, plus de voix à terre, juste la mienne. Je me suis assis au bord du chemin de pierre que j'avais moi-même tracé, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai laissé le silence parler.